Bonjour, je vais lire un livre de Michel Serres qui s'intitule « C'était mieux avant ». Ah, c'était tellement mieux avant. Et donc dans ce livre, il confronte Petite Poucette, une jeune fille actuelle qui vit avec son temps et puis qui court, qui galère, qui essaie de s'en sortir, qui est au chômage, qui fait des stages et puis surtout qui va cotiser pour la retraite de grand-papa Ronchon qui lui est en retraite et puis qui est dans une situation de confort qui est pas si mal que ça, mais qui trouve que c'est plus ça quoi aujourd'hui et c'était tellement mieux avant. La croissance verticale de l'espérance de vie peuple notre beau pays, de ceux que l'on appelle avec une pudeur sotte les seniors. Je me compte parmi ces vieillards. Beaucoup idéalisent leur jeunesse, comme on va le voir. D'autre part, enfants ou séniles, femmes ou mâles, riches ou pauvres, droite ou gauche, croyants ou athées, hoc ou oil, breton ou picard, alsacien, corse ou basque, et depuis nos ancêtres les Gaulois, le français râle, critique, s'indigne, tempête, rouspète, crie au scandale, se met en colère. Au moins 3 fois la semaine, ce dernier mot orne la une de nos journaux. Sculptée en haut-relief, au pilier droit, sur l'arc de triomphe à l'étoile, la Marseillaise de rude modèle des visages où fourmillent 10 grimaces, criant l'ire caractéristique de notre nation grognon. Vieillards plus râleurs, 2 populations non exclusives, cette somme où se mélange fait de notre France un pullulement dense de grands-papas ronchons. Riches et bavards, devenus majoritaires, électeurs de plus en plus décisifs, cherchant d'autre part à exhiber la réussite de leur existence, ces colériques disent à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire, qui payera longtemps pour ses retraités, « C'était mieux avant ». Or, cela tombe bien. Avant, justement, j'y étais. Je peux dresser un bilan d'expert que voici. Caudillo, Duce, Führer, grand timonier. Avant, nous fûmes guidés par Mussolini et Franco, Hitler, Lénine et Staline, Mao, Pol Pot, Ceausescu. Rien que des braves gens, spécialistes raffinés en camps d'extermination, torture, exécution sommaire, guerre, épuration. Auprès de ces acteurs illustres, tel président démocratique fait mine anonyme, sauf lorsqu'il fait signer aux vaincus le traité humiliant de Versailles, qu'il lance 100 bombardiers ordinaires sur Dresde ou l'arme atomique pour irradier à mort les civils d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce XXe siècle politique enchanta notre enfance. Combien d'hymnes face au drapeau fûmes-nous obligés de chanter ? Combien de défilés nous força-t-on, enfants, de suivre, afin de fêter des fantoches qui changeaient d'opinion selon victoire ou défaite ? À combien de mensonges fûmes-nous exposés ? Combien de torturés entendîmes-nous hurler ? Combien de cadavres d'amis vîmes-nous dans les fossés ? Guerre et paix. Avant, nos aïeux firent la guerre de 70. Nos pères, jeunes, celle de 14, où tombèrent presque tous nos paysans. Vint ensuite dès 36, la guerre civile en Espagne, dont la sauvagerie ensanglanta ce pays magnifique. S'ensuivirent la guerre mondiale 39-45, avec son cortège d'abominations racistes, plus les conflits coloniaux, Indochine et Algérie, où je dus porter les armes. Mon grand-père échappa au débâcle de Sedan. Les gaz délétères blessèrent mon père au milieu des bombes à Verdun. Je dus finir l'expédition de Suez. De sorte que, pendant un siècle, ma famille et moi connûmes la guerre, la guerre, la guerre. De ma naissance à l'âge adulte, mon corps se forma, bras et jambes, cœur et cerveau, de guerre, de guerre, de guerre. Depuis lors, nous vécûmes 65 ans de paix, ce qui n'était point arrivé en Europe occidentale, du moins depuis l'Iliade ou la Pax Romana. Les générations de guerre, les miennes, préparèrent et réalisèrent ces 6 à 7 décennies plus heureuses que les bains de sang d'antan. Or, le calme de la paix incite à l'oubli.
alors que le bruit et la fureur des conflits ne quittent jamais le souvenir. Villes et hameaux leur dressent même des monuments aux morts aux listes insoutenables. Grand-papa Ronchon souffrirait-il de lacunes commémoratives? Ne passe-t-il jamais sur la place de village vide désormais? La paix d'aujourd'hui est-ce moins divertissant que ces guerres d'antan? Avant, ces boucheries perpétuelles et autres crimes d'État, goulag ou Shoah, tuèrent 100 millions de victimes. Les statistiques disent que, dans des temps plus anciens, le nombre des morts par maladie infectieuse dépassait toujours d'assez loin celui des victimes de guerre, alors que le XXe siècle fut le premier où les morts au champ d'honneur l'emportèrent largement sur la malignité des microbes. Le savoir stratégique vainquit en grand leur petitesse. Pour battre ce record d'assassinat, des experts avisés inventèrent la mitrailleuse, les armes chimiques et les bombes nucléaires. Notre élite rêva de destruction massive. Avant, nous parvînmes à ces chefs-d'œuvre de conception et de fabrication. Or, avant que ces crimes commencent, jamais l'Occident n'avait atteint un aussi haut niveau de culture dans les sciences et les arts, peinture des musiques, électricité, mécanique quantique et chimie, technique et transport, vie courante et confort. Jamais il n'avait accédé à un tel sommet de liberté ou de démocratie, sans compter la Société des Nations, la Croix-Rouge, 10 mouvements pacifistes égalitaires et libérateurs que nous connûmes et parfois encourageâmes. L'abîme de sauvagerie où nous tombâmes et le volume de cadavres que notre cruauté folle entassa étonnent moins que le rapport entre ces abominations et un tel apex de culture. De quoi donc protège-t-elle? Avant, je veux dire, pendant l'occupation, 1000 mots allemands fleurissaient sur les murs de Paris et des autres villes de France. J'y ai pris l'horreur des langues dominantes et l'amour de celles que l'on veut éradiquer. Comme je compte aujourd'hui plus de mots américains en ces mêmes lieux que de mots destinés aux nazis à l'époque, je cherche à défendre la langue française, celle désormais des pauvres et des assujettis, et constate que, de père en fils, les collabos de cette importation se recrutent dans la même classe dite d'élite. Sauf les bombardements civils des villes, et dans la plupart des cas, décidés, préparés, organisés par des personnes d'âge mûr, les guerres du siècle tuèrent la jeunesse mâle. Autrement dit, dans les ministères, ambassades et quartiers généraux, quelques pères de la dite élite s'adonnaient avec ivresse au meurtre de leurs fils par dizaines de millions. Peu après, aveuglés sans doute devant ce volume grandiose de tombes, filles et fils rescapés apprirent, dans les amphithéâtres, le meurtre du père. Mort et mensonge, c'était vraiment mieux. Avant, il n'y avait pas de portable, de sorte que chacun se confrontait durement au réel tel quel. Alors que grand-papa Ronchon rouspète de voir aujourd'hui petite poussette plongée sans cesse dans le doux du virtuel, comme Sancho sur son âne riait sous cape devant les frasques livresques du Quichotte. Je n'aurais pas détesté qu'avant, ces guerres, ces morts, ces féroces dirigeants, ces mensonges, ces camps, ces crimes, ce poison n'eussent sévi dans une réalité aussi dure, mais dans le virtuel d'un jeu vidéo doux. Idéologie. Avant, sans crainte de procès, nous pouvions caricaturer les juifs et les injurier bassement dans les magazines antisémites librement répandus. Montrer quasi scientifiquement que les Africains, que les aborigènes australiens, que les Noirs en général, incultes et proches des primates, dataient d'avant le néolithique, bien que nos contemporains. Nous prétendions aussi que les catholiques cubénis formaient un troupeau d'ignorantins et de conservateurs, que les Allemands n'étaient que brutes sanguinaires, comme les socialistes et les communistes au couteau entre les dents, que les enseignants et les ouvriers paresseux ne recherchaient que congés payés, que les patrons ignobles capitalistes suçaient à chaque repas le sang des prolétaires,
sans oublier les nobles, les francs-maçons, les immigrés, les banlieusards. Tous, comme on le devine, diaboliquement dangereux. Chaque groupe social tramait donc un complot contre nous. Les réseaux sociaux jouent encore à ce jeu stupide et dangereux. Hautement haineux des autres, le dialogue social et l'affrontement politique se dirigèrent ainsi, sans obstacle majeur, vers les crimes susdits. Passage des phrases aux actes. Je ne dis pas que tout racisme a disparu, mais le mélange des origines, des religions et des langues dans les classes des écoles et à l'université, mais les voyages incessants de tourisme ou d'études dans des pays proches et lointains, mais les échanges entre experts et entreprises, mais les nouvelles issues de tous les horizons, mais l'accès universel permis par l'ordinateur et le portable, mais le théorème du petit monde démontrant qu'en 4 coups de fil, n'importe qui peut atteindre n'importe qui, mais la découverte de chiffres décisifs disant que les assassinats se font plus fréquents à l'intérieur de la famille qu'à l'étranger, que le voisinage et l'intimité couvrent plus de violence encore que l'altérité, qu'il est donc plus difficile de s'aimer les uns les autres, y compris entre frères ennemis, que de se supporter les uns les autres, tempérèrent jusqu'à les annuler, parfois ces jugements stupides et inhumains d'antan, dont je ne crois pas que grand-papa Ronchon puisse vraiment se montrer fier. Je comprends qu'ils disent avec quelque nostalgie qu'avant nous vivions ensemble et qu'aujourd'hui je me réfugie dans l'isolement individuel du portable. Mais à se référer aux idéologies qui cimentaient jadis les appartenances qu'ils louent et les crimes auxquels certaines d'entre elles aboutirent, qui ne préféra les abandonner ? Qui d'ailleurs sait faire équipe, puisque les joueurs de football français firent grève en un récent championnat du monde. Qui sait faire couple, puisque le divorce croît. Qui sait faire paroisse, puisqu'elle tombe en désuétude. Qui sait faire parti politique, puisqu'à l'intérieur de chacun flambent les querelles personnelles jusqu'à rendre improbables les idéaux que ces mouvements prétendent incarner. Meurent les anciennes appartenances, même la nation à qui nous avons sacrifié plus souvent pour rien des millions de nos parents. Et nous cherchons à en inventer de nouvelles locales, par exemple, où s'échangent de nouvelles monnaies. Globales aussi avec les réseaux sociaux qui groupent des millions de personnes. Voilà mon individualisme, dit Petite Poucette. Vive l'autre, déclare-t-elle à l'inverse. Contrat naturel. Quel autre ? Les humains, certes, mais aussi l'ensemble de ceux qui ne font point partie de l'espèce. Voici. Avant, les usines, sans contrainte, répandaient leurs déchets dans l'atmosphère, ou la mer, la Seine, le Rhin ou le Rhône. Les pétroliers dégazaient au large. La révolution industrielle avait donné une telle confiance aux ouvriers, aux ingénieurs et aux penseurs qu'il ne semblait pas qu'elle eût à montrer jamais quelque face sombre. Les philosophes enseignaient la finitude humaine et l'infinité du monde, qui regorgeait de dons et de bienfaits. Nous pouvions indéfiniment puiser dans ce capital donné à l'humanité sans contrepartie. Aucune attention portée aux résidus. Peu à peu, la situation se retourna. Alors que les Londoniens étouffaient sous la brume, que les microbes de la poliomyélite coulaient en Garonne, nous commençâmes à nous interroger sur les risques de nos actes. D'autant qu'après Hiroshima, plusieurs catastrophes industrielles alertèrent l'opinion. Notre maîtrise des choses produisait en retour une réponse formidable des choses elles-mêmes. D'où ce retournement philosophique. Oui, dans son savoir, ses désirs, son histoire, l'homme est infini, alors que le monde est fini. On put même contempler notre petit bateau, photographié par les cosmonautes et délimité par sa robe océanique et son écharpe gazeuse de nuages et d'air. Alors que grand-papa Ronchon votait pour les hommes, et eux seuls, Petite Poucette se mit à défendre le monde contre nos entreprises, à proposer même qu'il devint sujet de droit. Il habite dans le confort du narcissisme anthropologique, elle accepte et assume le coup que porte à l'homme, à son arrogance,
les sciences de la vie et de la terre dont les leçons le plongent dans le monde. État excité de société. Avant, je veux dire en ces temps de guerre perpétuelle, aussi bien des hommes entre eux que de tous contre le monde, la société vivait dans un état singulier, j'allais dire excité. En période pacifique, les personnes passent les unes devant les autres dans la rue ou à la gare sans beaucoup se voir, ou, si elles se reconnaissent, échangent des saluts quasi indifférents. Nul ne se méfie de quiconque, sauf quelques malades mentaux. Cette banalité neutre garantit la tranquillité civique des rapports sociaux et les baigne dans la paix. Inversement, le conflit produit de nouveaux liens fondés sur l'agression, la peur, la haine, le soupçon, et nourris par eux. Nul ne vit sans crainte, ni le juif angoissé d'un possible pogrom, ni le résistant qui risque la dénonciation, ni le collabo accusé de trahison. Chacun vit sur le qui-vive. Existe-t-il alors un seul civil paisible ? Puisque l'état de guerre lève l'interdiction sacrée du meurtre, alors imposée aux conseillers, par leçon d'héroïsme, chacun sait que ce passage à l'acte le concerne. Il peut tuer ou être tué. Ce soir, demain, au coin de la rue, sans avertissement. Chacun soupçonne en l'autre un assassin possible. Plus de police au sens de gardien de la paix. Par tout le réseau des relations sociales, rôde la peine de mort. Cet état social, issu de la guerre, renaît aussi bien sous le règne des braves gens de tantôt, où la police frappe arbitrairement au lieu de protéger légalement. La scène se passe à Moscou dans les années staliniennes. Un professeur de physique invite chez lui tous les jeudis soirs 3 vieux amis pour jouer aux cartes. Ils se connaissent tous 4 depuis l'enfance, s'apprécient, ont travaillé ensemble, et au cours de cette soirée de liberté, la conversation à jouer fuse de toutes parts et sur tous les sujets, pendant les parties successives et au gré des gains partagés. Heureux des heures passées en commun, apaisé d'avoir bu quelques gouttes de vodka, on se quitte à minuit. Un beau soir d'hiver, au moment de prendre congé, l'hôtesse tend son manteau à chaque invité. De l'une des poches, une carte tombe, celle de la police d'État si redoutée. « À qui est-elle » dit-elle. Chacun proteste et nie qu'elle soit à lui. Le lendemain, un soldat en uniforme se présente à l'appartement et réclame la carte. On la rend. À partir du jeudi suivant, les réunions amicales continuèrent dans le silence le plus dense, jusqu'à se dissoudre peu à peu. Plus d'amis partant plus de joie. Les hôpitaux psychiatriques notent qu'en ces temps de guerre et de tyrannie, baisse verticalement le nombre des entrées. Tout conflit vide les asiles. Interprétation facile. La folie de la guerre civile ou du conflit mondial saisit le collectif entier. Comme d'une source, elle sort des lieux clos où des infirmiers la soignaient pour déborder à l'extérieur et inonder le monde. J'ai connu non point le grand enfermement, mais ce grand déferlement, cette crue générale, le déluge. Vraiment, il recouvrit la terre entière de ses eaux mortelles. Comme cette psycho générale empoisonne alors toutes les relations, nous voguions sur la marée de ce poison. Plus tard, j'ai vécu le retour à la paix comme une guérison. Avant, nous étions malades. Je cherche à découvrir l'étiologie de cette atroce absurdité. Je voudrais savoir comment y remédier. Comment tout à coup croît cette pandémie en forme de crue et pourquoi soudain baissent les eaux. Que vive et que dure la santé mentale de la collectivité. Maladie. Avant, on ne connaissait pas les antibiotiques. On mourait de vérole ou de tuberculose, comme à peu près tous les illustres du XIXe siècle, Schubert, Maupassant ou Nietzsche. Ma tante décéda d'une méningite le mois précédant l'arrivée de la pénicilline.
remède qui eût réduit sa souffrance létale à 8 jours de petites piqûres. Pas de remède à l'infection. Pas de sécurité sociale. Les pauvres souffraient sans soins, voilà tout. Les riches ne s'en sortaient pas vraiment mieux. Finaux dans ses diagnostics, impuissant le plus souvent aux guérisons, un praticien de ville ou de campagne emportait le matin dans sa sacoche les 8 ou 10 médicaments efficaces à l'époque. Où l'absence de vaccination laissa beaucoup de mes amis marqués de poliomyélite. Où l'on se moquait des handicapés en les appelant de noms de bêtes, bec de lièvre, gueule de loup, faucomel, c'est-à-dire bras de phoque, sans pitié. J'ai quasi connu l'homme qui rit. Ne disposant pas d'antalgiques, ni d'analgésiques, ni d'anti-inflammatoires, il fallait supporter la douleur. On vous arrachait les dents sans anesthésie. J'ai connu 2 ou 3 générations d'édentés qui ne mangeaient plus que de la soupe. L'OMS a réussi l'exploit de guérir non point ça et là des malades, mais d'éradiquer mondialement 1 ou 2 maladies, dont la petite vérole. Nos parents ne se déshabillaient pas sur les plages ou dans les piscines, non pas en raison d'une pudeur morose et de la morale dite bourgeoise dont se moque à juste titre Petite Poussette, mais parce qu'ils dissimulaient sous des voiles opaques et longs leurs marques de cette variole ou autre indélébile cicatrice, comme jadis la fraise autour du cou cachait le collier de Vénus, éclatement des ganglions par effet syphilitique. Souffreteux, paralytique, boutonneux, le corps se la coulait douce sur un lit de rose avant. Vie et mort. De ma naissance à aujourd'hui, l'espérance de vie en France a bondi vers 80 ans. Combien parmi ceux qui m'écoutent ou me lisent en ce moment ne seraient pas là si la courbe des survivants ne s'était pas ainsi redressée? Mais où sont les ronchons d'antan? Combien d'enfants fallait-il mettre au monde pour en conserver 2 ou 3? Avant, de guerre ou de maladie, de misère ou de souffrance, on mourait plus jeune. C'était beaucoup mieux. Pourquoi? Mieux parce qu'au moment du mariage, les conjoints ne se juraient fidélité que pour 5 ans de moyenne. Alors qu'aujourd'hui, la statistique dit qu'ils se la disent pour 65 ans. Galère. Mieux encore, puisque Balzac ou Dickens parlent de jeunes gens héritiers de 30 ans. Alors qu'aujourd'hui, combien d'édits seniors de 60 ans attendent toujours le legs des prédécesseurs, qui se payent des tisanes le soir et l'été, des vacances voyages au Club Med, etc. Mieux pour eux, s'entend. C'était beaucoup mieux, puisque des jeunes gens de 18 ans n'hésitaient point à offrir leur vie à la patrie. Atroce marâtre, alors qu'aujourd'hui, leurs équivalents hésiteraient à lui offrir 60 ans d'espérance de vie. Plus de service militaire. Avant, les pères pouvaient encore allègrement tuer leurs fils à la guerre. Mais où sont aujourd'hui ces assassins d'antan? Intensif et palliatif. Je les vois remplacés, dit Petite Poussette, par une attention quasi sainte à ceux qui entrent dans les antichambres de la mort. Les malades proches de l'issue fatale sont traités dans des services de soins intensifs où des techniques avancées permettent parfois de les sauver. J'y ai vu, dit-elle, émue, des résurrections. D'irréductibles ronchons appellent cette suite de miracles savants et humanitaires l'acharnement thérapeutique. J'ai entendu l'un d'entre eux, remis sur pied après 2 mois d'inconscience et quasi d'agonie, remercier le chef de service pour n'avoir pas ouvert ni lu la lettre qu'il portait sur lui et qui spécifiait qu'il avait choisi de mourir en paix. Il ajouta que cette paix, les médecins la lui avaient donnée avec cette seconde vie. Et qui aurait imaginé, voici à peine quelques décennies, une préparation à la fin
telle qu'elle se pratique dans d'autres services dits de soins palliatifs. Il a fallu d'abord changer nos idées concernant la douleur. Au lieu de pratiquer une éthique héroïque et brutale pour la supporter, trouver les moyens de la combattre. On oublie souvent que la plupart des morales, juives, épicuriennes, stoïciennes, chrétiennes, bouddhistes, consistaient en exercices à suivre pour pouvoir supporter une souffrance inévitable et quotidienne. Nous avons définitivement tourné le dos à ces pratiques. La douleur n'est pas une compagne nécessaire, parfois désirée pour prouver sa force d'âme, mais un obstacle à négocier, à franchir, à supprimer si l'on peut. Ainsi, les soins palliatifs accompagnent-ils le mourant de toutes les manières en adoucissant la souffrance physique, par sédatifs ou narcotiques, et en préparant le sujet ainsi que son entourage, en leur proposant des adjuvants psychologiques. Le droit même s'en mêla et légiféra sur l'obligation hospitalière de comporter des unités où ces soins sont dispensés. L'agonie passa de très dur à plus doux. Propreté, hygiène. Avant, nous faisions la lessive 2 fois l'an, au printemps et à l'automne. En Languedoc, la mienne, cette cérémonie s'appelait la bugado. Les chemises de jour et de nuit, les mouchoirs, les draps et les nappes, bref, le linge dit blanc, les femmes les lavaient avec les cendres accumulées de l'hiver dans la cuisinière et la cheminée, ou l'été dans les champs où l'on brûlait le chaume. Ces cendres, paraît-il, contenaient de la potasse. La périodicité de cette grand-messe semestrielle signifiait que nous ne changions les draps de nos lits que 2 fois l'an, ainsi que nos chemises sur le dos et nos mouchoirs dans les poches. Exigeante et ravie, ma grand-mère désirait que de ce tas Isabelle, je veux dire immonde, sortît de la lessiveuse en fin de bouillon une coulée cande. Elle parlait latin, comme tout le monde, et par ce mot doc voulait dire candidement blanche. Je ne me souviens pas que le coiffeur changeât la serviette qui couvrait nos épaules pendant la tonte à chaque client. Il secouait bravement le linge, vide gris, pour en faire tomber sur le sol les cheveux du précédent, que nous piétinions sans y trouver malice, et criait « Au suivant !» Qui, soir et matin, se brossait les dents. La plupart des hôtels ne disposaient ni d'eau courante ni de douche. Un broc à eau pour les ablutions et un pot de chambre dans la table de nuit. Voilà tout. On vidait ce dernier dans le seau et le seau dans la toupine qui passait le matin dans les rues. Dans les lieux d'aisance, la chasse d'eau fut inventée à Londres en fin du XIXe et ne se généralisa que 50 ans plus tard. Avant, on pissait où l'on pouvait et on chiait partout, un peu comme en Inde aujourd'hui se pratique l'open défécation. Les chroniqueurs racontent même qu'au château de Versailles, au grand siècle, on ouvrait rarement une porte sans étaler en éventail de fétides traînées courtisanes. Les plaies infectées, les paysans de mon pays les soignaient avec de la raclure d'évier. Ces moisissures contenaient, paraît-il, du pénicillium. En 1897 déjà, un médecin français nommé Duchesne avait écrit une thèse sur l'antagonisme du microbe et du moisi. Bien sûr, nos ruraux l'avaient aussi peu lu que les professeurs de faculté, mais inversement, le docteur en question ne faisait que décrire les mœurs étranges de ces braves gens. Chimique et théorique, depuis Pasteur, dès le XIXe siècle, ou avant lui depuis Semmelweis, l'hygiène devint une pratique généralisée que longtemps après 1950. En ces dates de mon enfance, le magazine Elle se lança, non sans fracas, en recommandant aux femmes de changer de culotte tous les matins. Chacun en riait sous cape. La plupart se scandalisaient. Le reste trouvant impossible une telle exigence. Cependant, la renommée de cette revue
vint de cet appel qui inversa pour toujours le mot fameux de Bonaparte à Joséphine « Je reviens de campagne, ne vous lavez plus ». Et plutôt Dieu qu'il y eut en ces mêmes moments une feuille semblable pour les mâles puants. Les statistiques disent que l'espérance de vie s'accrut grâce surtout à cette propagation civile et soudaine de l'hygiène. Avant, nous vivions sous le règne d'Isabelle. Femmes. Avant, les obstétriciens ne se lavant pas les mains, les mères mouraient en couches de fièvre puerpérale. Leur mortalité plus celle des nouveau-nés disparurent ou presque au long de ma longue vie. Mineurs légales, les survivants du désastre natal n'avaient pas le droit de vote, pas de carnet de chèques à la banque, devaient se couvrir la tête en entrant dans les églises et demander l'autorisation maritale pour toutes sortes de démarches. De rares héroïnes faisaient des études supérieures ou manifestaient pour des droits que les mâles jugeaient indécents. Devenue veuve, Marie Curie, si géniale en physique et chimie qu'elle mérita 2 prix Nobel, dut endurer un douloureux calvaire parce que tel et tel journaux l'accusèrent d'aimer un amant. Je ne me souviens pas que l'on ait visé le mal. Nos mémoires de machistes oublient cette injuste douleur. Je n'ai pas souvenance qu'Édith Cresson, promue plus tard première ministre, ait été mieux traitée par les journaux français. Nos livres d'histoire publient encore ce mensonge que notre pays, inconscient sur ce point, jouissait depuis plus d'un siècle du suffrage universel. Universel masculin, s'entend. Avant, c'était mieux pour nos compagnes. Qui se levait à l'aube pour mettre le bois ou le charbon dans la cuisinière, une bonne heure avant que chauffe l'eau du café, il fallait tuer la poule, la plumer, la vider avant de la rôtir, la préparation des repas, la vaisselle, l'entretien du garde-manger, le nettoyage des dalles à grande eau, entre 2 tétés du dernier-né, plus les maladies infantiles de ses frères et sœurs. Comment achever la liste des occupations qui écrasaient la mère et les filles à l'intérieur de la maison ? Petite Poussette elle-même s'en souvient à peine. Mâles au travail. Avant, pour les mâles, dehors, le travail à la main faisait la règle générale. Pelle, pioche, fourche, hache, pique ou rivelaine, faux. Pendant la guerre, ils obtinrent des cartes d'alimentation au titre de travailleurs de force. Pas de mécanique pour lever les charges, aucun moteur pour soulager la peine, tout au biceps, le dos courbé. Je me souviens de lever à 4 heures. Entre 5 et 7 avant le casse-croûte, il fallait charger de sable, de gravillon ou de cailloux cassés les 2 10 tonnes et le gros de 20 tonnes. À 3 ou 4. Un de chaque côté du camion, l'autre à l'arrière. À la pelle pour le sable et le gravillon, à la fourche à œuf brun pour les cailloux cassés. Le temps de déjeuner, les 3 camions revenaient à vide et nous recommencions. Le chauffeur parfois nous donnait un coup de main. 20 ans après, bénédiction, une bande transporteuse permit que le poids de la pelle ne montât plus au-dessus de la tête, mais resta au ras du sol. Paradis. 20 ans après encore, fourches et pelles se rangèrent derrière le garage, on n'en entendit plus parler. Tracteurs et pelles mécaniques courant et roulant sur les chantiers. On vit même les pioches remplacées par les marteaux-piqueurs. Super paradis, sauf pour les oreilles. Le bruit se substitua aux sueurs. Avant donc, mariniers de métier, pratiques avisés de la turbulence d'eau furieuse, nous ne connaissions pas, bien sûr, un seul mot d'hydrodynamique ni de mécanique des fluides. Nous distinguions à merveille nos cailloux sans savoir de géologie et pouvions les briser le long de leur ligne de clivage sans compétence particulière dans la cristallographie. Nous prévoyions aussi chaotiquement les crues de mars ou d'avril que les experts en météorologie sans connaître même ce mot. Nous manions les aciers de concassage sans connaître la résistance des matériaux.
Nous dressions les chevaux de trait ou reconnaissions tous les poissons du fleuve, aloses et mulets, sans savoir d'histoire naturelle ni de biologie. Et plus tard, allumions des machines à combustion sans connaître de thermodynamique et orientions nos grues de levage sans expertise de statique. Privés de ces dominations théoriques et de leurs applications possibles, pannes, cassures et accidents multiples nous accablaient tous les jours, avant. Nous ne cessions pas de réparer. Nous payions nos propres bévues. J'ai appris durement à évaluer le prix amer de la méconnaissance. À ceux qui affichent le mépris de l'intellect tout en cherchant, cependant, comme tout le monde, à résoudre leurs difficultés, conseillez d'essayer l'ignorance d'avant. Intermède théorique. Chargé bien plus tard de préparer les normaliens à l'agrégation, j'écoutais un exposé d'une haute volée d'abstraction dit par un jeune savant promis à une destinée de star sur la différence entre un travailleur manuel et un intellectuel. À l'époque, le marxisme régnait sans partage dans l'auguste maison et l'étudiant citait les génies obligés, Staline, Mitchourine, Mao, blablabla. Au moment de la reprise, j'énonçais cette chose simple qui mit en fureur la vedette en herbe. Que le manuel se lavait les mains avant de pisser, alors que l'intellectuel le faisait après. Non seulement les militants et leur maître Althusser ne savaient pas un mot de science, même économique, et condamnaient pourtant avec mépris la mécanique quantique, ancienne déjà, et la biochimie récente, comme science non prolétarienne, mais bourgeois de bonne souche, ils avaient rarement mis les mains dans le cambouis ou la boue. J'ai donc connu l'âge des ténèbres dans le plus haut lieu du savoir. En théorie, avant, c'était le bon temps. La poubelle aux outils. Je reprends l'ignorance, certes, mais même aux sciences d'avant, car d'autres outils suivirent la pelle et la pioche au champ d'épandage. Et pourtant, combien de fierté ai-je tiré de mon sextant? Perché au haut de la passerelle, nous, je veux dire grand-papa et moi, prenions à midi hauteur du soleil et au crépuscule l'angle d'une étoile. Rentrés dans la chambre à cartes, nous compulsions la table de log et nous adonnions à des calculs complexes dont l'approximation donnait, à la fin, un point seulement probable. D'erreurs en erreurs, quelle chance, nos calculs nous menaient à bon port. Mousse ou amiral, petite poussette consulte désormais son GPS, dont le dessin lui donne immédiatement sa position, où qu'elle soit, avec un degré de précision quasi infini. Elle ne se perd jamais, d'autant que parfois une voix se joint à cette carte dont le schéma en temps réel se superpose au paysage, territoire ou mer jolie, et lui conseille gentiment de tourner à gauche ou à droite si elle ne se trouve pas sur la bonne voie. Le sextant à la poubelle, avec la pioche et la pelle. Plus besoin de se tromper dans des calculs datés. Avec pelle, fourche et sextant, la poubelle débordante contient 1000 outils perdus, tous ou presque témoignant de vieux métiers manuels à intenses efforts musculaires. Voici en vrac, au milieu des rejets, les manivelles, bien nommées, de toute taille, propres à faire démarrer la voiture, moudre le café, presser la purée, remonter du tourne-disque ou du réveil matin les ressorts, le répondeur du téléphone et les fiches que la postière manipulait pour mettre en communication les appels, les ciseaux du sellier pour découper le cuir ou le coudre, les tenailles du maréchal Ferrand pour clouer le fer des chevaux portés aux rouges cerises, la masse du forgeron et son enclume, les ampoules pour la scarification, la plume sergent-major et l'encrier placé dans le creux du pupitre, et des pâtés plein les doigts et sur la page, le seau à charbon qu'il fallait monter de la cave à l'étage, la guêpière de la crémière et le gibus de son chaland. Le travail fait de poutres en bois où entraient les bœufs dont il fallait brûler la corne des sabots. Plus le panier virtuel,
où gisent les 37 000 mots qui différencient le dernier dictionnaire de l'Académie française de celui qui paraîtra dans quelques mois. Au cours des siècles précédents, et cela depuis Richelieu, chacun de ces lexiques ne se distinguait du suivant que par 3 ou 4 000 mots. Entre les générations précédentes, la langue française resta relativement stable. La voici bouleversée entre ronchon et poussette. Qui s'étonnera dès lors qu'ils aient du mal à s'entendre? Parlerons-nous bientôt une langue aussi différente de celle que je sers en cette page, que celle-ci diffère de la langue qu'écrivaient les chroniqueurs du Moyen-Âge, dite ancien français? Comme la nôtre, toutes celles du monde, sans exception, passent en ce moment par ce même changement de phase, qui touche principalement les métiers, les nouveaux matériaux, les outils qui paraissent et qui meurent. Lavandières et battoirs. Nous draguions les cailloux de Garonne en aval du pont de Pierre, au centre d'Agen. Le bateau quittait rarement le milieu du fleuve, alors que la rive droite demeurait le royaume incontesté des lavandières qui essoraient des draps Isabelle à grands coups de latte en bois. Je ne suis pas sûr, enfant, d'avoir compris tous les mots qu'échangeaient au passage battoirs et bateliers, tous grande gueule, alors que nous embarquions sur la sablière à Potron-Minet pour rejoindre le ponton. On les disait haut en couleur. Je devais être daltonien. En tout cas, nos instituts ne les disaient pas dans nos classes d'école primaire. Mon frère et moi ne travaillions que pendant les vacances. Bercé par mes vieux amis, forçats du sable et du propre, cette scène quotidienne enchante mes souvenirs d'enfance, gommés bien heureusement par la machine à laver, le linge et l'écologie des eaux. Sauf que, draguée en restant saine, Garonne lavait donc le linge et que vierge de drague, elle est polluée. Ou bien étions-nous moins regardants sur la limpidité du courant et la candeur des culottes? Grue. Elle datait d'Ève, notre vieille chèvre. À force de soulever des bennes de cailloux, elle n'en pouvait plus et devenait dangereuse. À la casse, elle aussi. Notre journal professionnel annonça que le port de Bordeaux venait de réformer un lot de grues démodées, fatiguées elle aussi de vider les cargos. Mais la plus ancienne de la grande ville et des gros bateaux de mer valait bien une fiancée neuve pour nos sablières d'eau douce. À la vente aux enchères, nous en décrochâmes une, superbe et lancée, dotée d'une flèche vertigineuse à faire rêver. Mais il fallait la transporter de l'arrière-port vers notre chantier situé à 200 km de là. Aidé d'un expert du port, dénommé Pantaleone, remarquable par sa main de cuir, nous mîmes 8 jours à la désosser, en 4. Le socle aux entretoises d'acier, l'habitacle au-dessus vêtu de lattes de bois, avec le moteur, les commandes et la loge du grutier, le contrepoids au cul plein de débris de fer rouge et pissant la rouille, la flèche, enfin, oblongue, élégante, ajourée, flexible, effilée au debout, avec une remorque basse, pas de difficulté pour le portage des 3 premières parts. Mais la flèche. Notre père s'en désintéressa. Il conduisit le cortège du socle et de l'habitacle sur la nationale, avec l'orgueil des convois princiers. Il nous laissa sur le port, mon frère et moi, avec une Aron Simca et un camion 20 tonnes Willem à benne levable. Pour 100 sous et l'apéro, Tiburce, perché sur la grue voisine, voulut bien déposer l'aiguille dentelée sur le poids lourd et nous aider à l'accabler solide. Son avant dépassait de loin la calandre du camion, et son arrière traînait bien au-delà de l'arrière même de la benne, comme une queue de pie pour les noces et banquets. Nous vîmes vite que le moindre virage demandait tant de rayons qu'il était impossible de traverser Bordeaux pendant le jour, en raison de la circulation, de la foule et de la police. Nous quittâmes donc le quai à l'heure creuse, vers 2 heures du matin. J'avoue que nous endommageâmes quelques becs de gaz et que nous laminâmes autant de murs que nous caressâmes de beaux édifices publics. Sur certaines places,
Nous faisions 10 manœuvres avant de passer. Nous sortîmes de la ville à la pointe de l'aurore, ni vu ni connu. Nous nous relayions au volant, d'heure en heure, l'un conduisant le 20 tonnes, l'autre l'automobile, devançant la bête pour ouvrir la route. À cette époque, d'avant, je ne crois pas qu'il existât de législation concernant ce que l'on appelle aujourd'hui précaution et convoi exceptionnel. Pas de loi ni de gendarmes. Chacun prenait ses risques librement, je veux dire follement. Nous avions 20 ans, nous en prîmes notre soûl. Car lourde comme un chêne, mais souple comme un roseau, la flèche frémissait, se balançait au gré de la vitesse du camion et des ressauts de la route. Nous faillîmes la perdre 10 fois, car elle se conduisait comme un ressort colossal au caprice impossible à maîtriser. Bien entendu, évitant la route nationale, nous cheminions à travers la forêt des Landes, moins passagère. Notre convoi arrachait les frondaisons et nous dûmes souvent nettoyer les bouts de la flèche des branches qu'il moissonnait. J'ai souvenir de villages où nous passâmes entre commerces et bistrots et où sa vibration transmise par les nids de poules des rues trouées menaçait de faire chuter la gueuse sur les buveurs et les badauds qui admiraient la procession. À moins de 5 à l'heure, le voyage dura 3 jours et 2 nuits. Nous arrivâmes hagards, affamés, sans sommeil, délivrés et orgueilleux. Notre père ne posa pas de questions. Il fit remonter la belle bordelaise sur notre quai de Garonne. Depuis, je ne pouvais pas la voir pivoter gentiment sur son axe, balançant un bac de sable en bas de son cap comme madame tient son sac à main du bout des doigts, sans revoir en détail ce transport de la peur. J'étais à l'époque en première année de l'école normale supérieure, où mes études philosophiques se partageaient entre Plotin, mystique, grec, et Husserl, penseur de langue allemande, au grimoire duquel je n'entendais goutte. J'avais pour partage Sorbonne et salopette, caillou et transcendantal, le plus dur et le trop doux. Quelque temps plus tard, midship sur le port de Djibouti, je dus priver, à quai de tout engin de levage, embarquer au fond de notre fragile unité de débarquement une hélice de croiseur de taille colossale. Je préparais la manœuvre lorsque le pacha descendit de ses appartements pour déclarer tout haut en me regardant de haut « Pas d'intellectuel les pieds dans ses câbles !» Et il se retira. Nul ne fit attention à ses dires, les matelots ne comprenant point à qui s'adressait cette apostrophe sophistiquée. Lorsque l'hélice fut enfin saisie à poste, dûment arrimée à fond de cale, car ses pales, aux extrémités ultra fines, pouvaient, si un fort roulis les délivrait de leurs entraves, découper la coque et faire couler le navire, le commandant demanda qui féliciter pour avoir dompté cette bête tournoise. Je levai les yeux vers un ciel d'immortelle ambroisie. « Parez, commandant, répondis-je. Nous la soulevâmes, Dieu l'assujettit. » J'ai connu depuis, sur des chantiers géants, de ponts ou de barrages, des moyens de levage tels que j'ai honte de raconter de tels archaïsmes. Roi de les mouchettes. Autre antique vantardise, je descends d'un seigneur. Astucieux en diable, l'un de mes arrière-grands-parents fut couronné par ses pères laboureurs, roi de les mouchettes. Qui comprend ce terme-là ? Sous le joug, les bœufs ne pouvaient chasser les mouches de leur museau, ni avec la queue, ni avec les oreilles, à peine avec la langue, assez longue cependant pour atteindre les naseaux. Ces pauvres bêtes souffraient donc de ces méchants insectes qui se multipliaient, d'autant sur leurs yeux et leur gueule qu'aucun obstacle ne suspendait leur vol. Le seigneur en question n'inventa pas les mouchettes, tissu largement ajouré, que l'on fixait aux cornes et qui pendait devant le museau, pendant que le bœuf, tête immobile sous le joug, labourait ou traînait une charrette, les mouches ne pouvaient traverser les mailles de ce filet qui n'aveuglait pas la vue bovine. Mais il inventa de les fabriquer à bas prix. Dites la haut cost, c'est plus in. Par wagons entiers, il se procurait les retombées des filatures du Nord.
et les envoyait par fer au bagne de l'île de Ré, où les précédait une machine de son invention qui mécanisait le tissage. Gratuit les restes de ces manufacturiers, gratuit le travail des forçats. Ces prisonniers parfois s'en donnaient à cœur joie et renvoyaient des tissus ornementés de dessins fastueux. Oui, on voyait des émouchettes artistiques, de véritables chefs-d'œuvre de goût. Il arrosa donc de ses carrés ouvrés l'espace de la France rurale. À Montaigu de Quercy, Tarn et Garonne, mon ancêtre devint roi. Je m'enorgueillis d'être né d'un des nombreux descendants légitimes de ce seigneur, non des mouches, mais des émouchettes. Il fut riche pour le coin, respectué, salué, recherché, encensé. Pas longtemps, hélas, à la déception des héritiers, car le tracteur expulsa des champs la vieille arrière tirée par les bœufs coiffés ainsi de ce loup translucide. Et l'on vit, juchés sur leurs engins, les agriculteurs se promener sans plus de fatigue le long des sillons, à l'abri de leurs cabines, écoutant de la musique. Ruinés, mon frère et moi, gambadâmes, notre enfance durant, sur des montagnes d'émouchettes inutiles, invendues, accumulées dans la maison mère du prince déchu. Quelle ne fut pas ma surprise, plus tard, de voir les Australiens fixer un voile transparent à la lisière de leur casquette ou au bord de leur chapeau pour protéger leur visage de mouches envahissantes et cruelles. Le dos paysan. Avant donc, la charrue avançait derrière une paire de bœufs. D'une main, il fallait peser sur le mancheron et guider droit le socle le long du sillon. De l'autre, guider le couple bovin et le piquer au cul de l'aiguillon. Il fallait ramasser des patates à genoux dans le même sillon. Nous chantions de cueillir pêches et prunes à l'automne en haut des branches redressées comme soulagées. Depuis le néolithique, mes ancêtres souffrirent du dos, comme mes pères, mères et moi. La terre est basse, plus basse que les pieds. Il faut se plier, se courber, se casser pour la travailler. Avant donc, les champs pullulaient de paysannes et de paysans prosternés comme s'ils faisaient leur prière à la déesse Terre. L'Angélus de Millet, peintre du dimanche et de la ville, les montra debout aux citadins, juste le temps de réciter 3 Ave Maria. Le reste du jour, le dos cassé, leurs reins criaient. Ô victoire, ils se sont relevés. Depuis mon enfance, je n'ai plus mal au dos. Sauf quand je reste longtemps devant l'ordinateur en compagnie de petites poussettes. Mais ce mal doux des signes ne peut se comparer au vieux mal dur provoqué dans les corps par nos boulbènes battantes et le mancheron du labour. Avant, on suait, on revenait le soir à la maison éreinté. Aujourd'hui, le jogging, le stretching et autres supplices anglo-manes suppléent l'absence d'effort. Mais le mal au dos, c'était beaucoup mieux. Le temps de travail ne cessant de diminuer, les cols blancs remplacent maintenant les cols bleus d'avant. Mais les paysans, qui les remplacera? Ils comptaient pour plus de la moitié de la population au moment où naquit grand-papa Ronchon. Petite Poussette n'en compte autour d'elle depuis sa naissance que 3,6%. Vit-elle vache vêlée? Entendit-elle naître couvée? Huma-t-elle du fumier l'odeur délicate? Connaît-elle encore les pères nourriciers de l'humanité? Pensionnat. À propos de ce parfum des tables, je chante mon passé de pensionnaire, dortoir, études, réfectoire. Au collège d'Agen, nous dormions à 30, à 60 au lycée de Bordeaux, à plus de 100 au centre du quartier latin, rue Saint-Jacques, à Louis-le-Grand. Je ne compte pas les hamacs serrés de mon poste d'équipage, ni mes chambres d'hôpital où gémirent mes voisins. Je chante donc lavabo, douche et chiottes, tous communs. Pas question de se laver après le cours de gym, ni à la fin des rencontres basket, athlétisme ou rugby. Nous rentrions suants à l'étude, au cours, dans nos lits. Le premier couplet de cette chanson de geste concerne donc l'odeur, compacte au dortoir, puissante au réfectoire où le fumet du menu et de la vaisselle s'ajoutait à celui des aisselles.
plus aérienne en classe, où les externes ajoutaient le parfum d'enfants choyés par la mère, habillés chic et baisouillés le matin, à notre population à blouse grise, en galoche souvent sans papa ni maman. Certes, nous jouissions d'une liberté, celle de prendre une douche à 5 heures du matin une fois par semaine. Un surveillant qui possédait la clé ouvrait le verrou de la porte close, tapait dans ses mains et criait pour nous réveiller « La douche, la douche !» Devinez combien de héros parmi nous se levaient, traversaient en courant, quasi nus, les 2 cours qui séparaient nos lits du bain, surtout parmi les aubes noires de novembre à mars, frimas, bises et verglas. Le second couplet, plus discret, décrirait la répugnante odeur des cabinets, plus les conduites cachées induites par ces lieux, ailleurs dits d'aisance. Mais j'ai déjà parlé de nobles traînées. Ai-je plus vécu en communauté que là? Jamais seul, sauf le soir, dans le noir du lit, avant de s'endormir, au milieu des cris, des ronflements, des plaintes, des chahuts, de l'odeur. Solitaire, jamais isolé. J'y ai connu d'affreux temps d'isolement, mais aussi quelques heures de paradis entourées d'une fraternité vraie, que j'ai peu connue ailleurs. Sans doute conditionné par l'ascétisme des travaux forcés et la joie intense de supporter une telle vie ensemble. Enseignant plus tard à la santé, je m'étonnais à peine que l'architecte qui projeta cette prison fût le même que celui qui dessina la cour et les galeries du lycée où je passais de si délicieuses années. Entré dans l'une, je reconnus tout de suite l'autre. Pensionnaire, prisonnier. C'était mieux dedans. Les voyages ordinaires. Et dehors. Parti de Liverpool, le père de mon beau-frère mit 6 mois à la voile pour atteindre San Francisco par le Cap Horn, poteau noir compris. Sa goélette portait sous voile 300 tonnes de ciment pour réparer les destructions provoquées par le séisme de 1906. Embarqué plus tard sur un vapeur, une panne de l'hélice le retint 6 mois dans un port de l'Inde. Il eut le temps de visiter l'Himalaya. Bloqué par la guerre sino-japonaise à Shanghai, puis par le conflit mondial, il ne vit pas sa famille pendant plus de 10 ans. Resté en France, sa femme et ses enfants vécurent d'expédients. Veuve et veuf géographiques. Exportateur de fruits et légumes dans les Bouches-du-Rhône, mon ami mettait 8 jours dans les années 35 pour aller à Édimbourg, voir ses clients. Arrivé de son village en voiture à cheval, il couchait à Marseille, débarquait du train gare de Lyon, couchait à Paris, prenait le ferry pour traverser le pas de Calais, dormait à Douvres, dormait à Londres, dormait à Édimbourg. Les correspondants écossais le faisaient achever son périple à cheval, comme il l'avait commencé. Combien d'heures aujourd'hui pour le même parcours ? Jeune étudiant dans les années 50, je partais d'Agen, Lot-et-Garonne, à 17h30 par le train omnibus pour arriver à Paris-Austerlitz à 9h le lendemain matin. Faute de place d'assises, je passais la nuit debout dans le couloir. Périgueux-Limoges, la souterraine, nom propre et raillé aux porte-voix dans mes rêves éveillés. Au débarquer, je me sentais frais comme une rose de printemps, d'autant que, par la fenêtre que j'ouvrais de temps à autre pour respirer mieux que les odeurs intimes du wagon, j'attrapais plein les yeux des escarbilles vomies de la locomotive par la cheminée. C'était beaucoup mieux. Communication. Avant, je fus matelot. Embarqué pour un temps dans un port de Somalie, j'écrivais à ma fiancée que son travail attachait à Bordeaux, Gironde. 2 villes portuaires, assurance donc de liaison rapide. Les lettres nous parvenaient au terme d'un petit mois de voyage. La belle répondait gentiment à mon état d'âme du moment et je réagissais avec grâce à l'état correspondant de son sentiment.
La distance faisait que chacun avait, dans l'attente, oublié ou quasi l'émotion délicate et fragile que l'autre décrivait. Un grimoire difficile à déchiffrer codait donc chaque missive. On aurait dit qu'Hermès n'était pas encore né. Je ne pouvais imaginer alors le miracle du portable, où soupir et aveu traversent l'espace comme la lumière, quel que soit l'écart et la distance. Les émotions se répondent, les sentiments fusionnent. D'où vient que la correspondance d'amour naquit récemment à l'heure de mes cheveux blancs? Maintenant, tenant en main ton âme, chante petite poussette en Australie à son petit pousset de Mantes la jolie, qui tient la sienne réciproquement et l'enchante. Où sommeillent, ô Sévigné, les malentendus d'antan? Avant, nous vivions isolés dans un espace partout disparate et morcelé. Nous savions peu de la vie de la ferme voisine, quelques détails du village, quasi rien du chef-lieu. Que pouvions-nous apprendre de Paris et de l'étranger, sinon que par des rumeurs? La propagande politique accentua pendant la guerre cette brisure de communication. Je ne connais personne qui ait entendu vraiment le fameux appel gaulien du 18 juin. Chaque belligérant inondait de parasites les émissions de radio diffusées par l'adversaire. Tout message nous parvenait brouillé. Restaient les mensonges, les on-dit. L'absence d'information accula bien des gens à de mauvais choix, à des crimes parfois. Pardonner à l'ignorance plutôt que d'accuser la pire volonté. Voilà pour l'information. Plus tard, j'eus à mesurer les distances au savoir. Mieux valait habiter Paris ou une grande ville pour accéder aux bibliothèques, aux universités, aux centres documentés. Un renseignement, une citation pouvait coûter des journées de voyage et des heures de recherche. Clic, aujourd'hui, un centième de seconde pour le même résultat. Science concentrée avant, ici et là, mais rare ailleurs. Savoir, désormais, distribué presque partout. Oui, petite poussette, c'est tout. En information, pas toujours en connaissance. Concentration et distribution. Avant, tout se trouvait concentré. Les hommes en ville, des tonnes d'or dans les caves de la Banque de France, les chefs-d'œuvre au musée, les eaux derrière les lacs de barrage, les livres en bibliothèque, les expériences en laboratoire, le ciel dans les observatoires, les gosses dans les cours d'école et les salles de classe, les grands dans les amphithéâtres des universités, le public au cinéma, les soldats en caserne, les clients dans les grandes surfaces, les malades à l'hôpital, les marchandises dans les dépôts, les députés à l'Assemblée nationale, les dirigeants à l'Élysée, la Maison-Blanche, le Capitole ou le Kremlin, souligner les majuscules, comme si le capital se généralisait pour toutes choses en dépôts diverses, qu'il s'agisse d'argent, de marchandises ou de puissance. Tout circule désormais sur un immense réseau de distribution où chacun dispose de l'information. Flux abattu stock. Information, c'est-à-dire doux, abattu énergie, c'est-à-dire dur. Moins de concentration. Où va passer le pouvoir? Dans les concentrations de données? Et quand grand-papa Ronchon voulut faire maintenant comme avant, il fit construire à frais gigantesques 4 tours géantes où il entassa les livres d'antan. Bâtiments semblables à ces cadrans solaires érigés en Inde au XVIIe siècle par des Maharajas, experts astronomes, ignorant que, loin derrière l'horizon d'ouest, un certain Galilée venait d'inventer la lunette astronomique, dont la précision rendait ces cadrans désuets. Très vite, les singes gambadèrent à travers les hautes murailles et les axes vite vacants. Grand-papa n'avait-il pas entendu ses proches, ou plutôt ses petits-enfants, lui parler à table de Wikipédia et autres moteurs de recherche, dont la souplesse rapide procure à chacun toutes les pages désirables sur l'écran chez soi? Ronchon faisait-il taire Poussette? Elle n'habitait pourtant point à des milliers de kilomètres de lui.
Lisons dans l'avenir une image du passé. En ces tours de scène, les rats gambaderont-ils, ivres de livres, comme ricanent en Inde ces singes astronomiques? Provenance alimentaire. Avant, à table justement, nous buvions et mangions naturel et authentique, disent les ronchons. Ah, la provenance! On savait d'où venait le lait. De l'étable de Grégoire, où nous allions parfois l'aider à traire Marquise ou Benette, toute blonde d'Aquitaine. Mais le bon fermier, près de ses sous, n'appelait pas souvent le vétérinaire et repérait moins vite que lui les maladies du bétail. Ainsi, dès l'âge de 20 ans, je contractais la fièvre afteuse. Oh, on n'en meurt pas. Non, ce n'est pas la peine de sacrifier pour elle des milliers de bovins. Une fièvre de cheval vous prend pendant 2 semaines, pendant lesquelles bouche, langue, gencives et palais se remplissent d'aftes, si douloureux que boire et manger virent au supplice. Personne à la maison ne songea une minute à reprocher quelque faute à Grégoire, qui continua comme devant à vendre son lait au marché couvert de la ville. Pas d'épidémie notable que je sache. Ah, la provenance! On savait parfaitement d'où venait le jambon. Le porc engraissé à la ferme de Poulers, nous le tuions l'hiver, pendu par les pattes arrière au cours de la fête saisonnière nommée cuisine du cochon, à la maison qui retentissait de ses cris déplorables. Après que les cuisses avaient passé pendues elles aussi de longs mois à la cave, il fallait un couteau pointu pour en dénicher les vers entre l'os et le gras et tenter de déloger nos concurrents directs dans la mendication de la viande. Qui niera que cette présence préservait, favorisait même la biodiversité? Ah, la provenance! Quant au pain, sa farine coulait du blé que nous moissonnions et que nous portions au moulin. Un matin, à déjeuner, j'ai même trouvé la chique du mitron dans la mie de ma tartine sous l'absence de beurre. Alors oui, nous protestâmes à la boulangerie. Et le vieux pétrisseur éclata de rire. Vous n'y connaissez rien. À la température du four, mes microbes, si j'en porte, et j'en doute, sont assassinés par la chaleur. Vous ne risquiez pas d'attraper ma chaude pisse. Nous contractions donc la chiasse en famille au moins 6 fois l'an. Nous avons crevé de faim pendant la guerre, plus quelques années après l'armistice. Les macaronis que nous mangions pensionnaires à la cantine du lycée fourmillaient d'asticots. Ah, la biodiversité! Avant, c'était copieux, mieux et délicieux. Ah, la provenance! Dans notre coin de Gascon, sans élevage notable, nous consommions en fin de repas du Cantal, dont des Auvergnats de passage, descendus de leur nord montagneux et lointain, faisaient commerce. Persuadés de son unicité solidaire, nous l'appelions fromage de table, non point donc par son nom propre, mais par le nom commun à ce produit laitier. Les amis normands mangeaient du Pont-l'Évêque et les Savoyards du Reblochon, avec sûrement la même conscience de l'exclusive. Autrement dit, avant, chacun tenait dans son coin son fromage. Je me rappelle avec délectation à quelle vitesse se mirent à circuler après-guerre les fourmes Pyrénées, Cancoyotte, Saint-Nectaire, Pont-l'Évêque. L'étal du Beauf ressembla tout d'un coup à une carte de France où le général de Gaulle découvrit en même temps que ses sujets leur diversité odorante, culturelle, ingouvernable, disait-il. Le mari de tante Yvonne semblait ne pas se résigner à la diversité. Stupéfait devant une table de Belges, mon grand-père un matin s'exclama « Michel, viens vite voir, il mange du beurre !» Il s'extasiait devant un spectacle pour lui incongru. La France, en effet, se divisait. Hoyle beurrait ses tartines alors que Hoc huilait la croûte avec, une pointe d'ail. Avant, nous avions une ethnologie. Langues et accents. Cette pointe d'ail, nous l'émettions aussi en bout de langue. Nous nous comprenions aussi peu, je veux dire avec autant de frontières langagières qu'en comportait la carte des fromages. Né du côté de Château-Thierry,
Mon ami Philippe, descendu de Champagne pour me rendre visite en Gascogne, demanda son chemin 10 fois sans se faire comprendre et sans entendre la réponse. Il va sans dire que dans ces dialogues, les interlocuteurs parlaient le français. Sur la carte de nos départements, les accents dessinaient un chaos cacophonique tel que le Jura ou les Ardennes devenaient pour un Aquitain inaccessibles ou quasi. Pour mon accent occitan, j'ai reçu plus d'humiliation qu'un Iroquois en terre persane ou un Africain dans le Deep South. À l'oral de l'école navale, l'examen auditif où il fallait s'exprimer à haute et intelligible voix souleva autour de moi des rires inextinguibles, entretenus savamment par le médecin examinateur qui, sans se lasser, me faisait répéter 40. Je fus rétrogradé au classement d'agrégation, le président du jury, philosophe notable, arguant que je n'étais pas exploitable sur la totalité du territoire. Je ne doute pas qu'il eut raison, puisque nous ne nous comprenions pas les uns les autres et qu'à mon premier poste en Auvergne, les étudiants disaient en silence que je devais être italien. À Paris, pour me présenter devant n'importe quel guichet de poste, de gare ou de théâtre, je devais m'exercer longuement à prononcer les mots avec assez de francicé pour que l'on veuille bien accéder à ma demande sans éclater d'abord de rire, comme chacun fait à Londres, à Cardiff ou à Édimbourg lorsqu'il change de Grande-Bretagne, ou à Milan et Brindisi quand il change d'Italie. Je ne suis pas sûr qu'un beurre, qu'un immigré africain ou roumain, trébuchant sur ces mots, se sente aujourd'hui plus humilié que je le fus naguère pour cette question de voyelles chantées. Petite poussette à l'oreille plus différentielle que les pépés d'antan qui ronchonnaient de m'entendre. À une soutenance de thèse en Sorbonne, j'ai entendu des membres du jury faire rire l'assistance de l'impénétrant, au demeurant expert mondial en sa matière, pour sa québécoise voix. Ce savant Canadien, ses maîtres parisiens le traitaient d'Indien de la plaine. « Speak white » criaient là-bas les anglo-saxophones à ces francophones. Mon ami de l'université Laval se trouvait pis que moi humilié à Paris tout autant que chez lui. La télé gomma cela. La mode a choisi d'ouïr Québec et Gascogne avec moins de vergogne. Habits et couchages. De la voix aux deux pieds, voici nos souliers. Avant, leur cuir dur blessait talons et chevilles. Pour assouplir ces godillots, il fallait marcher des semaines pendant lesquelles nos orteils fleurissaient d'ampoules, corps et durillons. Les riches, disait-on, faisaient porter 2 mois ces godasses à leurs valets afin qu'ils les rôdassent. Savantes, là aussi, ces dernières décennies, adoucirent tous les vêtements. Même les coques de haute montagne, auparavant fondues en plastique raidasse et blessant, paraissent désormais à nos orteils de véritables charentaises fourrées. Quelle baguette de fée métamorphosa en pantoufles de verre nos pieds nickelés d'antan. Les lits non chauffés, les chambres à coucher restaient glaciales tout l'hiver. Entrer dans le lit, entre les draps humides et froids, tenait de l'héroïsme. Les paysans de chez nous avaient inventé un petit bâti oblong de bois léger au milieu duquel ils suspendaient une cassolette pleine de braise tirée du foyer entretenu à la cuisine. Miracle, on pénétrait dans une couche paradisiaque et tiède. Voici le terme aquitain qui décrivait l'opération. On bassinait le lit avec un moine. Pourquoi un moine ? Pépé Michel ne sait pas du tout. La débâcle avait entraîné vers le sud des populations de langue d'oïl, picardes ou alsaciennes. Passé l'armistice, elles revinrent chez elles, de sorte que, rapatriée dès la Libération dans son Paris natal, telle jeune fille blonde et raffinée voulut acheter un moine dans une quincaillerie du 6e arrondissement. « Un moine » s'écria interloqué le commerçant, sans doute anticlérical. « Mais pourquoi faire, mademoiselle ?»« Mais pour le mettre dans mon lit, répondit-elle naïvement virginale. Sexualité. Virginale, dis-je. Avant, on ne parlait jamais de ça. Tabou.
Si l'on avait l'estomac brouillé par la nausée, il fallait dire qu'on avait mal au cœur. Au milieu du siècle, nos compagnes découvrirent le soutien-gorge, celle-ci disant les seins. Pour ne pas parler du bas, les maux du corps remontaient de la ceinture vers la tête. Plus bas que l'estomac, terra incognita. Les illustrations des manuels d'histoire naturelle montraient des nus à l'entrejambe déserts ou couverts d'une feuille de vigne. Pourquoi la vigne et pas le platane ou le bananier ? Réservé à l'argot, à quelques étudiants, aux salles et aux corps de garde, un vocabulaire spécial, des chansons paillardes et des histoires à la Rabelais servait à la jeunesse et à quelques écrivains des goûts libérateurs. En ville et à la piscine, les femmes se dévoilèrent lentement. La plupart des garçons et des filles nubiles arrivaient au mariage dotés d'une ignorance abyssale concernant cette région. Une héroïne de la résistance assez notable par ses faits d'armes pour que son nom ait été donné à une rue de Paris, institutrice de son état et enceinte de 6 mois, demanda, pendant la guerre, c'est son obstétricien qui le raconte, par où passerait l'enfant à la naissance. L'expert lui répondit qu'il sortirait par la voie qu'empruntait parfois son mari. Elle s'en montra surprise, immensément. Notez qu'à l'école primaire, elle expliquait aux écoliers la petite graine qui fait que les arbres et le blé se reproduisent. Un autre gynécologue célèbre allait, citant des couples mariés depuis des années, venus le consulter pour stérilité, mais avouant, après quelques questions, qu'ils faisaient l'amour par le nombril. L'éducation sexuelle des élèves paraissait inconcevable, voire perverse, et les divorcés n'avaient pas bonne presse. On ne parlait jamais de viol. Bien entendu, dans toutes ces affaires, l'on jugeait surtout la culpabilité des femmes, le mâle gardant le droit de se conduire comme un coq. Les chiffres concernant la maltraitance sexuelle des adolescentes en famille ne furent publiés que récemment. Il n'y a pas si longtemps non plus que nous découvrîmes avec effroi qu'une femme mourait tous les 2 jours des sévices du mari ou de l'amant et que 2 enfants par semaine expiraient sous les coups des parents. Encore un coup, le meurtre du père. L'éloge de la famille ne parlait jamais de ces drames intimes. Avant la guerre et longtemps après, la vérole et autres maladies vénériennes faisaient rage et tuaient un pourcentage notable de la population, sans guérison possible ni connue. Elles semaient une telle terreur que tout ce silence, toute cette hypocrisie s'explique sans doute par elle. Par peur, il fallait mettre la famille sacrée en lumière et le sexe ignoble à l'ombre. La fée électricité, l'ombre. L'électricité se répandit fort lentement. À la gare d'Austerlitz, dans les années 50, les voyageurs pouvaient lire sur les murs du quartier des affiches exigeant que la lumière et le chauffage parvinssent à ces bâtiments et qu'ils fussent connectés au réseau. Avant cet événement, souvent tardif, régnait le froid et les bougies. Les riches se payaient des lampes à pétrole qui, âcres, filaient, fumaient, puaient. Quand nous avancions dans un couloir glacé, candélabre en main, le vent de la marche faisait osciller la mèche de la chandelle, et la flamme projetait sur les murailles des ombres dont la danse terrifiante évoquait des djinns, des elfes, des fantômes et des larves surgies, tout armées des ténèbres alentour. Comme le 10 siècle des Lumières s'éclairait encore à la bougie, seule l'arrivée de l'électricité chassa définitivement les terreurs de la superstition. Qui aujourd'hui se souvient de ces longs temps noirs, pourtant de nous si proches? Grand-papa Ronchon le sombre? Laideur et beauté. 2 ou 3 petits pas en faveur de lumière grand-papa. Tout n'est jamais d'un seul côté. Tenez, visitons ensemble les entrées de nos villes, grandes ou petites. Jadis, nous passions par là, je veux dire du rural à l'urbain, continuellement et même avec une finesse extrême. Encore de l'herbe, déjà des murailles.
Encore un peu de blé, de vigne ou de pacage, déjà les pompiers dans leur casernement. Le paysan ne se dépaysait pas, le citadin s'installait déjà, transitant doucement l'un vers l'habitat de l'autre. Tous deux se délassaient en traversant ce sas aimable et parfois même délicieux. Celui de Pau ne ressemblait en point, béarnais, à celui alsacien de Mulhouse. Et les entrées à Brest même différaient, bretonnes, des pénétrantes vers Agen, même gasconnes. C'était mieux avant, assurément. Car désormais, quelle que soit la cité de France, l'horreur règne en ces lieux uniformément. L'écriture y tue le bâti, la publicité y exhibe ses ignominies, hurle les couleurs, écrase la laideur. Par quel miracle la douce France accepta-t-elle massivement d'être crucifiée sous les insolences brutales et répétitives des maîtres mondiaux de l'argent ? Comment se fait-il que des urbanistes, des maires, des architectes pourtant élevés à contempler des cathédrales sublimes et des paysages divins aient oublié si vite le goût raffiné de leur pays pour copier aussi servilement l'état unienne hideur ? Comment se fait-il qu'une foule raisonnable n'ait point démoli, de saine rage réveillée, ces abominations ? Avec la langue et le règne du fric, nous importâmes le mauvais goût. Et notre sens de la beauté en prit un sale coup. Ah oui, Pépé, ici, c'était mieux avant. J'en profite pour raconter Yvette, ma bonne amie de jeunesse. Elle habitait le quartier Valence, à côté des casernes, autrement dit, la cour des miracles. Sa mère lavait le linge à Garonne et son père avait disparu. Les sans-famille ne fréquentaient pas ces lieux où 3 logements partageaient une marmite unique. 20 ans après, Yvette s'était bien tirée de la mouise, avait épousé un camionneur et prenait ses vacances à Mimizan, en bord de mer, avec les gosses. Un beau matin, nous nous rencontrâmes. Et après des bises mieux qu'amicales, voici qu'elle évoque le vieux temps. « D'accord, dit-elle, nous ne mangions pas du dessert tous les jours, mais, Michel, rappelle-toi, nous vivions ensemble, ensemble. Oui, nous nous serrions les coudes. Nous nous parlions toute la sainte journée. Maintenant, nous vivons seuls. » Et Yvette fond en larmes. Oui, Pépé, avant, nous jouissions de communauté. Chaotique, forte en gueule, chamailleuse, à culotte et robe trouée, mais aussi chaude que fraternité. Nous parlions ensemble en attendant. Avant, nous ne cessions d'attendre. D'attendre la moisson, le printemps, la pluie, les vendanges, Noël, d'attendre le courrier, d'attendre le retour de celui qui avait mis à la voile et dont nul n'avait de nouvelles. Rien ne venait jamais, guérison ni satiété. Heureusement, nous lisions des romans fleuves, en plusieurs tomes, où l'héroïne, elle aussi, attendait l'amour. Mais j'y pense, aussi vrai que Madame Bovary fit l'amour 10 fois moins en réalité qu'au virtuel de ses rêves et de ses attentes. N'en est-il pas de même pour tout être humain ? Ne sommes-nous point virtuels dans les 3/4 de nos actions ? Qui désormais comprend à quel point nous avons attendu, consumés de patience ? Longitudine, dit Hierom, replebo eum. Je le remplirai de la longueur des jours. Qui évaluera ce que les religions, les cultures, les littératures et les poésies, les morales, les philosophies, oui, toutes, durent à cette interminable suspension du désir. Frustration, avez-vous dit ? Qui estime aujourd'hui à sa juste valeur l'accès universel en temps réel à tout lieu, à toute personne, à toute information, l'immédiateté de toute communication et parfois des assouvissements ? Les médias. On racontait dans la marine que M. Escartefigue, alors maire de Toulon,
acheta pièce à pièce la tour Eiffel, passé l'exposition universelle, au moment où l'on se préparait à la démonter. Il projetait de la reconstruire tout en haut du mont Faron. Mesurer la hauteur et la portée du feu porté par un tel phare. Mais, débutante, la radio avait besoin d'un mât, au perché, pour la diffusion de ses ondes. Pour cette raison, le gouvernement fit opposition au projet maritime et la tour resta entière et debout à Paris, à l'ire sombre des gens de goût qui souhaitaient la voir disparaître, et devint à leur noire fureur l'emblème de la capitale et presque de la France. Peu d'émetteurs en amont ou au sommet, beaucoup de récepteurs en aval ou à la base, la propagation des ondes, des nouvelles et de la communication générale prit la forme exacte de la tour Eiffel, la pyramide schématique du pouvoir. Écrit visuel ou parlé, les anciens médias se diffusaient tous, se diffusent encore, en cette forme de faisceau à partir d'un cénacle restreint d'annonceurs vers le plus grand nombre des petits chiens assis écoutant la voix de leur maître. Ainsi, cette forme favorise-t-elle l'appropriation de l'information à la source et la formation d'un groupe de pression gardant à son profit cette diffusion. Ainsi favorise-t-elle la puissance plutôt que la connaissance. Enchaîner, c'est le mot à ce quatrième pouvoir, assujetti par lui, formaté par ses répétitions, nous finîmes par le redouter, par le détester parfois. Petite Poussette le quitte, car désormais, elle est, je suis, tu es, nous sommes, vous êtes émetteurs tout autant que récepteurs. La base de la tour Eiffel prend la même dignité que sa cime, qui, elle, va disparaître à terme. Nous l'espérons tous. Par bonheur, nous ne construirons plus ainsi. Nous ne penserons plus nos relations ni la société ainsi. Nous ne croyons plus à cette antique politique ni à ces vieilles institutions si stables que, des pyramides d'Égypte à la tour Eiffel, leur structure formelle resta inchangée, toujours tyrannique, sous apparence de république. Avance la démocratie, mieux va-t-elle naître. Da Capo, retour aux politiques. Je parle des républiques de jadis, dit grand-papa Ronchon, où l'on respirait la liberté. Petite Poussette répond « Comparons-les à maintenant ». À ce temps réel que cet adverbe exprime si bien en langue française, puisqu'elle dit que ce présent, je le tiens enfin dans la main, maintenant, tenant en main le monde, dit-elle brandissant son portable. Qui pouvait crier une telle annonce jadis, demande-t-elle. Auguste, empereur de Rome, à qui? Rodemont. Corneille fait dire « Je suis maître de moi comme de l'univers ». Le roi Soleil à Versailles? Tel tyran au Kremlin? Tel richissime milliardaire à la bourse? En tout cas, des personnes rarissimes, juchées à la cime de la tour Eiffel, aussi éloignées du sol et des sujets que possible. Or, maintenant, justement, 3,750 milliards de petites poussettes, tenant en main leur portable, peuvent proclamer dans le monde cette devise, mieux encore, et au sens littéral, se manifeste. Voici la base d'une nouvelle tour, été sans sommet. Autant d'émetteurs que de récepteurs. Enfin, le grand nombre a conquis aussi l'émission. Cela dessine un nouvel espace de communication en forme de réseau ou d'entrelacs, réalisant ainsi l'utopie préalable à la démocratie. Je précise, l'utopie, alors, n'est pas un non-lieu, mais un lieu à la fois réel et virtuel. Autrement dit, une bombe. Grandeur des espèces. Bondissant alors et juché sur ses grands chevaux, grand-papa Ronchon déclame, gaulien à la cantonade, « Avant, la France comptait parmi les grandes nations du monde, alors qu'aujourd'hui... » Certes, dit le plus doucement possible Petite Poussette, mais qu'entendez-vous par grandeur? À l'ère de ces hauteurs vertigineuses, Louis XIV, Robespierre ou Napoléon tuèrent mes aïeux par dizaines, par centaines de milliers sur la place de Grève, en Russie, Égypte et Italie. Parfois 50 000 en une seule bataille. Oui, en une seule journée de 15 heures, comme à Eylau ou à la Moscova.
Combien de cadavres par minute? Dans quel but sinon avoir un nom dans l'histoire, mais finalement échouer pour devenir le premier, mais enfin se faire guillotiner ou emprisonner à Sainte-Hélène? Cher payé pour le peuple et leur propre destin. Qui écrivit jamais l'histoire du point de vue de ses victimes, de ses âmes mortes? Nous? Parallèle biologique. Prenons l'exemple de l'homme en général et comme être vivant. À force de se battre contre toutes les espèces, de les exploiter, de les chasser, de les parasiter, de les détruire, supposons qu'il arrive au terme fatal où elles disparaîtraient. Le plus fort, le plus grand, le plus puissant, le vainqueur de la lutte pour la vie à gagner. Le voici donc seul sur la terre, sans vaches, sans arbres, sans blé. Que mangera-t-il? Son semblable? Sa femme? Son fils? Grand-papa et petite poussette au petit déjeuner? J'imagine un roman inspiré par le darwinisme social, où la lutte pour la vie fait rage, et où, à la fin d'une ère, une espèce vivante l'emporte. La voici à son tour victorieuse, seule sur la terre. Comme tantôt l'homme mourut d'avoir gagné, elle risque d'en crever. Alors, avant de disparaître, et vite, pour se sauvegarder, elle décide de faire profil bas et se résigne à se glisser désormais vers un rang plus modeste. Elle apprend surtout à ne plus jamais tenter de l'emporter. Elle a su à ses dépens ce qu'il en coûte de gagner. Alors, passé sa résignation, acte 2. Une autre époque s'annonce, une autre bataille fait rage, au terme de laquelle une autre espèce gagne et tout recommence. À son tour, de nouveau, elle risque d'en mourir et rentre rapidement dans le rang, leçon intégrale enfin. Toutes les espèces vivantes, bactéries, champignons, faune, baleines, flore, séquoia, oui, toutes eurent leur chance dans cette vive et sinistre galère. Et, tour à tour, après avoir gagné, se résignèrent et entrèrent en la forêt commune, en compagnie des autres, pour la petite guerre de tous les jours, et de tous contre tous, où qui perd gagne, où qui gagne perd, et où finalement tout le monde finit par se reproduire et manger. Voilà pourquoi toutes redoutent l'homme. Chacune sait la vraie loi de la jungle, celle que je viens d'énoncer, et qu'il ne faut surtout pas gagner. Mais l'homme, le dernier, ne la sait toujours pas, car il n'a pas encore gagné. Depuis quelques millions d'années, nous y sommes, c'est le tour de l'homme. Il a lutté, il s'est battu, il a tout inventé. Enfin, il va gagner. Demain matin, au jour même de sa victoire, seul au monde, il sera forcé de se résigner, comme le firent le séquoia floral, la baleine faunesque, les bactéries, les champignons et les mousses. Quitter vite le pinacle et revenir au lot commun, s'il veut survivre, vite, vite, au risque de mourir. Petitesse. Ce qui vaut pour les espèces vivantes vaut pour des nations et des gouvernements. D'où vint, demande Montesquieu, la décadence des Romains? L'auteur ne voit pas, semble-t-il, la réponse que dicte l'évidence historique, de leur grandeur même. La cause de la chute, la voici, le haut du pinacle, où l'équilibre instable bascule bientôt. Rome occupa l'Europe, une partie de l'Afrique, un peu de l'Asie, et, vide, ce volume s'effondra. Les barbares limitrophes purent pénétrer dans ce matelas mou. Pourquoi telle civilisation, demanda un autre, furent-elles mortelles? Parce qu'elles voulurent l'emporter sur toutes, devenir la plus grande, la plus forte, la première, et pour cela détruire les autres. J'ai beaucoup aimé dans mon dernier livre les évaluer à partir de leurs victimes, au nombre de cadavres qu'elles laissaient à leur passage. Au moment même de saisir la palme mondiale, les plus puissantes crevèrent, comme tout à l'heure l'espèce primée. Souviens-toi, grand-papa de Staline, le Vatican, combien de divisions? Et c'est Jean-Paul II, petit Polonais à soutane sans canon, qui fit se dégonfler l'armée rouge. Hubert Alès, criait Hitler, gloire à la race aryenne. Et il se suicida dans son bunker. Ces pseudo-géants agonisent dans leur armure increvable, de la taille formidable de leur imaginaire pénis.
exactement comme les dinosaures qui n'eurent pas le temps, juste avant leur victoire totale, de se faire tout petits, de rentrer dans le rang. Mais non, je me trompe. Ils devinrent de petits oiseaux. Du coup, ils sont encore là, voletant autour de nous. Ils ont pris la décision de survivre, même sous une autre forme, mieux encore. Ils n'ont survécu que pour avoir choisi la faiblesse. Nous avons une chance folle, dit Petite Poussette à grand-papa Ronchon, de ne plus prétendre au rôle-titre « Rentrons dans le rang ». Voyez mes ailes, devenons oiseaux. Voilà le meilleur gage d'immortalité. Ainsi, survivants, n'investirons-nous plus d'énergie dans les batailles, les conflits, toute lutte paranoïaque pour parvenir au pinacle. Ainsi produirons-nous plus modestement cathédrales, théorèmes, romans et cantates, œuvres à partager, lumière douce, amour à répandre. La peste soit de la puissance et de la gloire, mortelle. Peste cette histoire-là. Mort à la concurrence, mort à la mort. Et pourquoi devins-je l'héroïne de ce temps, dit-elle avec humour? Parce que justement, je m'appelle Petite, commencement minuscule d'une nouvelle histoire. En catimini, cette petite poussette brûle de répéter le mot de Max Planck, génie quantique des temps modernes. Ce n'est pas, aimait-il à dire, parce que les expériences et les théories de la physique se vérifient que la science progresse, mais parce que la génération précédente vient de prendre sa retraite. Un bond en avant, en grande activité de parole, sinon d'acte. Les grands-papas ronchons créent une atmosphère de mélancolie sur les temps d'aujourd'hui. Ils affectent le moral des petites poussettes et barrent les innovations en prenant un peu partout le pouvoir. Jadis, les pères tuaient réellement les fils. Désormais, ils les tuent au virtuel. Le flot qu'il apporta recule épouvanté. Les progrès dont je viens de dire l'éloge produisirent une forte espérance de vie qui produisit des vieillards, détenteurs de fortunes non encore héritées. Nombre d'entre eux accèdent au pouvoir pour y installer le refus du progrès. En causalité circulaire, le progrès se freine lui-même. Exemple partout. Daesh lutte à mort contre un avenir dont le printemps arabe annonça l'aurore irrésistible. Conservateurs, le Brexit, Trump, Poutine, Erdogan reviennent en arrière pour mieux repousser un avenir pourtant irrésistible. 1000 manifs défilent pour conserver d'anciens acquis résistibles. Gauche ou droite croient lutter contre Daesh, mais prennent partout les mêmes positions. Trump et Daesh, même combat. Une trouille unique de l'avenir saisit une politique envahie par les vieux. Riche et gouvernant, papa Ronchon devient dangereux. Entrer dans la ronde, mieux après, produit des « c'était mieux avant » qui mettent en péril le « mieux après ». Envoi. Chère petite poussette, cher petit pousset, ne le dites pas à vos vieux dont je suis, c'est tellement mieux aujourd'hui. La paix, la longévité, la paix, les antalgiques. La paix, la sécu. La paix, l'alimentation surveillée. La paix, l'hygiène et les soins palliatifs. La paix, ni service militaire, ni peine de mort. La paix, le contrat naturel. La paix, les voyages. La paix, le travail allégé. La paix, les communications partagées. La paix, le gonflement vieilli, bouffi des institutions dinosaures. Face à toi, ma poussette si petite, si légère, si douce que je te vois partout comme un oiseau, un souffle spirituel. Ah, si grand-papa Ronchon pouvait te foutre la paix!